Je vais vous présenter le travail que l'on a développé donc, à Luxembourg pour la Cour de justice européenne, qui est un travail qui a commencé il y a un peu plus de 12 ans et qui s'inscrit dans ce thème de la logique de transformation. Et je vais essayer de vous montrer que la transformation est une forme de logique. Et la logique, si je puis dire, de ce projet, c'est en fait, d'un point de vue historique, c'est la mise en place des institutions européennes qui, au début de l'histoire de la communauté, ont été des bâtiments pas forcément conçus, pensés, voulus comme étant des bâtiments institutionnels, mais c'était plutôt des bâtiments administratifs qui allaient accueillir des grandes salles de réunion et évidemment beaucoup de fonctionnaires européens, donc beaucoup de bureaux. Luxembourg a cette qualité, c'est rare peut-être dans ce petit pays de trouver de grandes qualités, mais il y en a au moins une du point de vue européen, c'est que depuis 30 ans, même plus de 30 ans, il y a deux institutions européennes qui se sont inscrites sur le territoire luxembourgeois, la Banque européenne et la Cour de justice. Et fait tout à fait intéressant par rapport à l'histoire l'histoire fraîche des institutions européennes, c'est donc sur le plateau du Kirchberg que vous voyez ici. Vous avez là le premier bâtiment de la Banque européenne et ici le bâtiment de la Cour de justice. Et voilà l'état à peu près au début, avec la mise en place donc, de la Cour de justice ici. La banque n'est pas encore construite. Donc cette cour a finalement constitué la première racine de la mise en place de cette institution au Luxembourg. Et pendant 30 ans, elle a été construite, reconstruite, développée sur le même site. Ce qui est un fait, je dirais, du point de vue historique, classique dans l'histoire des constructions européennes, oui, de l'Europe, mais au sens de l'histoire dans les siècles passés. Par contre, c'est un fait tout à fait inédit dans l'histoire des institutions européennes qui, plutôt allaient de bâtiment en bâtiment, s'étendant en louant des bâtiments, soit dans la rue à côté, soit à l'extérieur de la ville. Il n'y avait en fait aucune logique de matérialisation de l'identité européenne au travers de l'architecture. Il y avait plutôt une stratégie immobilière pour répondre à un développement de besoins de bureaux et de mise en place donc d'une institution qui n'était pas encore connue, qui était donc en gestation et en développement, qui était l'Europe. Ici, nous avons donc là aussi une idée assez incroyable qui est donc de relier la vieille ville de Luxembourg par cette autoroute jusqu'à l'aéroport et d'urbaniser le plateau du Kirchberg, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire d'y installer un peu comme un zoo pour bêtes, pour dinosaures, c'est-à-dire de réaliser des grands lots et sur chaque lot d'y installer un bâtiment. Ce qui est aujourd'hui évidemment un des sujets de réflexion et de transformation de l'ensemble de ce territoire pour qu'il devienne une ville. L'origine, c'est donc en fait ce bâtiment que vous avez ici, qui est un bâtiment métallique et qui était posé sur un tapis de béton, bâtiment métallique bâtiment métallique assez sympathique, plutôt même assez bien dessiné par des architectes luxembourgeois ou belges. En fait, pour être honnête, c'est plutôt une copie de Saarinen. Vous avez ce type de bâtiment de Saarinen aux États-Unis. Et donc, il y a là une référence à l'architecture américaine et en particulier à l'architecture de métal aux États-Unis à l'époque. C'est le premier élément du palais, ce qu'on appelait le palais, c'est-à-dire cette structure métallique dans laquelle il y avait non seulement les salles d'audience, les premières salles d'audience, mais aussi évidemment les bureaux des juges et l'ensemble de l'administration
de la justice européenne. Ensuite va se développer une première extension, puis une deuxième extension, et petit à petit, le site va, voilà le palais vu de plus près, et puis les premières extensions réalisées par les architectes luxembourgeois Pachowski et Fritsch, avec qui nous avons poursuivi le développement de la cour sur le thème donc du maintien sur le site de la cour de justice. Lorsque l'on a fait nos propositions au moment des consultations, il y avait un furieux rejet de ce bâtiment en métal, qui était en cortène, qui est un bâtiment rouillé, et donc l'ambiance était à la destruction de ce bâtiment, à sa disparition. Tout le monde voulait l'envoyer plutôt à la casse, et moi j'ai proposé au contraire de conserver ce bâtiment et de continuer à développer autour ce qui allait être petit à petit la grande extension de la Cour de justice européenne, qui s'appelle aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne, c'est récent, donc vous voyez qu'il y a une sémantique qui elle aussi commence à se mettre en place, et donc cette Cour de justice de l'Union européenne, avec l'arrivée petit à petit donc, de nombreux pays. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous étions 15, aujourd'hui nous sommes 27, et plus tard, on ne sait pas. Toujours est-il que l'idée, c'était en fait de petit à petit de transformer cet ensemble que vous avez ici, qui appartient à la Cour européenne de justice, c'est sa parcelle dans ce grand zoo de dinosaures de bâtiments européens, avec cette idée de petit à petit d'enraciner l'institution européenne et de lui donner une dimension historique, mais aussi évidemment géographique. Et le principe a été en fait de faire avec ce qui existait, d'une certaine façon de ne pas considérer que ce qui avait été fait était quelque chose d'horrible et d'impensable, mais au contraire de faire une certaine œuvre intellectuelle d'abnégation, c'est-à-dire de ne pas développer de pensée stylistique. C'est pas très intéressant de savoir si c'est beau ou si c'est laid, mais plutôt ce qui est intéressant, c'est de savoir, ou plus exactement de considérer que c'est là. Ça existe, c'est construit, ça fait partie de notre réalité, de cette dimension physique qui ancre donc finalement la relation entre l'architecture et le lieu, et à ce titre-là, c'est considérable, dans tous les sens du terme. Et donc on s'est appuyé sur en fait la présence du palais et également le travail des contreforts qui ont été développés par Pachowski et Fritsch pour introduire une espèce de transformation, mais presque transfiguration du palais pour qu'il devienne un palais au sens, je dirais, institutionnel, mais aussi surtout symbolique, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y ait des espaces qui soient des espaces évidemment de référence pour, en ce qui concerne le travail de la justice, mais aussi une relation avec l'espace public, une relation avec la ville, en fait mettre en place cette notion d'urbanité que la justice européenne évidemment se doit de représenter. Et donc la partie noire, c'est le palais existant, et nous avons autour construit un anneau qui est l'anneau des juges. En fait, nous avons vidé le palais et nous y avons installé que les salles d'audience, toutes les salles d'audience. Ces salles d'audience sont entourées par l'anneau des juges, là où 40 juges européens peuvent petit à petit venir avec leur délégation d'avocats généraux et de membres qui vont petit à petit donc entourer l'ensemble des salles d'audience. Toute cette configuration, si je puis dire, ce dispositif, va lui s'accrocher sur cette ligne rouge qui est le fait de creuser une grande galerie qui va permettre de mettre en relation le palais existant avec l'ensemble des salles d'audience et le tribunal d'instance qui fonctionne avec la Cour européenne, et petit à petit aussi d'aller abriter les 1200 juristes linguistes
qui, en fait, traduisent en temps réel les arrêts de la Cour de justice européenne. Donc, c'est un travail qui est un travail de fondation, de refondation, de transformation, mais surtout, c'est un travail de lisibilité et de création de lieux qui sont des lieux qui vont permettre d'avoir un contact, une approche, une reconnaissance, une lisibilité, une perception de la justice européenne. C'est une justice qui est une justice, je dirais, très propre. Il n'y a pas de criminels, ou plus exactement, il n'y a pas de fourgon blindé, il n'y a pas de policiers, il y a certainement des gens qui contrôlent, mais on traite ici, en fait, la justice de la justice. C'est-à-dire que n'importe quel juge en Europe, qu'il soit de Béziers, d'un village de Calabre, d'une petite ville hollandaise ou d'autres lieux, peut saisir la Cour européenne de justice pour l'aider à rendre son jugement en fonction du droit européen. Et le rendu de ce jugement fera jurisprudence, et à partir de cette jurisprudence, le droit européen sera petit à petit écrit. Car ce droit européen, il est écrit à la main. Il était encore, il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est toujours vrai, écrit en français. Les juges se réunissent autour d'une table, vous la verrez tout à l'heure, et ils écrivaient, et ils écrivent toujours à la main, les arrêts fondamentaux qui constituent et qui constitueront le droit européen. Donc, finalement, la mise en place, ce n'est pas dit comme ça, mais d'un point de vue politique, c'est ce qui se déroule, c'est-à-dire la création d'une constitution européenne bâtie sur ces jurisprudences qui s'ajoutent les unes aux autres. Voilà le travail où vous voyez qu'il y a donc la protection par démontage, remontage de l'ensemble de la structure existante, et puis autour, le développement de ce péristyle qui va, un peu comme un écho du point de vue de l'écriture architecturale, entourer le bâtiment principal que vous avez ici, et petit à petit aussi, on va creuser donc cette galerie qui va en fait unir l'existant à la partie nouvelle, avec évidemment l'utilisation de pratiquement le même volume que vous avez à l'extérieur, va être développé à l'intérieur sous le palais, de façon à relier cet ensemble, les différents ensembles architecturaux. Le palais existant, les liens avec l'anneau des juges, le péristyle, les contreforts avec les autres juridictions, et petit à petit aussi l'édification de 2 tours pour l'instant, une 3e, vous verrez tout à l'heure, en devenir, qui vont accueillir, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des juristes linguistes travaillant donc à la traduction et à l'écriture du droit européen. Ce niveau est un niveau complètement artificiel, mais qui en fait, dont on trouve l'origine avec le premier palais, c'est-à-dire ce grand tapis de béton. On va chercher à l'étendre de façon à ce que petit à petit apparaisse ce grand parvis. Et ce grand parvis, c'est l'annonce de la mise en place d'un lieu public, d'une grande place, qui se trouve un petit peu en écho de celle qui est réalisée ici, autour de la Philharmonie de Christian de Portzamparc, qui s'appelle la place de l'Europe. Ici, c'est la place de la justice. Ce bâtiment va disparaître et petit à petit va se créer un lieu qui est un lieu public qui va permettre aussi de densifier autour, car des logements sont prévus, etc. Il y a tout un travail de mixité qui va lui aussi, au fur et à mesure, se développer. L'idée de ce grand parvis, c'est aussi une idée de créer un lieu qui soit un lieu accessible, un lieu ouvert sur l'ensemble des architectures et de l'environnement, un lieu qui soit sans barrière, sans grille, un lieu qui, de par son discours, si je puis dire, architectural, de par l'enchaînement des lieux les uns aux autres, va créer en fait un phénomène d'autoprotection, car
ce qui est tout à fait exceptionnel, d'une certaine façon, du point de vue symbolique, c'est que ce niveau est entièrement vide. C'est-à-dire que l'on a un parvis, le péristyle, qui va donc supporter l'anneau des juges qui se trouve au-dessus, et on va entrer dans la cour avec la grande salle des pas perdus. Vous avez de part et d'autre des vues sur l'extérieur, la charpente du bâtiment originel et la perspective sur le plafond de la grande salle d'audience, là où se réunissent les juges et là où ont lieu les audiences solennelles. Cet espace est un espace où il n'y a aucune fonction. C'est-à-dire que c'est un lieu où le dehors et le dedans sont presque fusionnés, où il y a uniquement une relation visuelle, physique, directe et libre, surtout, entre l'intérieur de l'institution elle-même et ce qui l'entoure. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, je dirais, exceptionnel, dans le sens où ça permet d'introduire un lieu qui a une force physique et symbolique, mais qui est un lieu gratuit, qui est un lieu généreux, qui est un lieu offert, et qui renvoie à une haute idée de ce que pourrait être et de ce que doit être cette institution européenne qui considère et qui intéresse 450 millions d'habitants, peut-être 500 maintenant, donc qui a en regard en fait cette dimension territoriale. Et ce vide qui marque la présence donc de cette cour de justice, de ce palais, va petit à petit être creusé, être organisé, afin que puisse être rendue la justice dans une salle d'audience, sans pour autant qu'elle soit vue, ou tout au moins qu'il y ait perturbation. Car la justice, comme vous le savez, est un théâtre. Il y a donc la porte d'accès des différents acteurs, l'entrée des artistes, etc., l'ensemble des traducteurs, et les avocats, le public, mais il y a surtout cette équation assez contradictoire, mais tout à fait évidemment intéressante et paradoxale, c'est-à-dire de garder le contact avec l'extérieur, avec la lumière naturelle, tout en étant protégé des vues, puisque la justice se rend tout au moins dans une certaine intimité et pas à la vue de tous lorsque on circule dans l'ensemble de ces coursives. D'où l'idée de ce plafond qui ferme et qui ouvre en même temps cet espace et qui met en relation aussi le dessous et le dessus avec une salle d'audience qui se trouve à l'intersection d'une certaine façon de la partie haute du palais et de la partie en contrefort que vous avez vu tout à l'heure, qui va conduire à la galerie, qui est une rue intérieure et qui fait vivre les 2500 personnes qui travaillent dans le bâtiment. Idée aussi en ce qui concerne les mobiliers, par exemple cette salle de conférence qui pose toujours les mêmes questions, une salle de conférence pour une centaine de personnes, mais ces conférences à 100 n'ont pas lieu tout le temps, donc comment arriver à gérer le fait qu'il soit 20, 30, 40, 70 ou 100, avec par exemple ce dispositif de table concentrique qui permet toujours d'être ensemble sans pour autant être isolés. Salle d'écriture, haute salle, si je puis dire, confidentielle, car c'est la salle où se réunissent les juges. C'est là où devant chaque siège se trouvent les petits livres du droit de chaque pays pour chaque juge, et sur ce maroquin donc de cuir, ils écrivent les articles de cette justice européenne. Également, 2 palais de justice, car en fait nous avons d'une certaine façon rehaussé le palais historique, et se trouve au-dessus ce que l'on appelle les petites salles d'audience, autour là aussi d'un lieu qui est un lieu commun, qui est un lieu qui travaille pas de façon horizontale comme pour la partie de la grande salle des pas perdus avec la lumière, mais qui travaille là plutôt de façon verticale. Et autour de cette ellipse, enfin de cette spirale, l'on va trouver les petites salles d'audience qui, elles, vont être occupées de façon plus fréquente, en permanence, quotidiennement, et qui sont reliées avec l'anneau des juges, de façon à ce qu'il y ait
une utilisation permanente, quotidienne de cet ancien palais, les grandes salles évidemment étant réservées à des moments plus solennels. La grande rue intérieure, cette galerie qui va faire le lien entre ce qui existe et puis la partie nouvelle, cette rue va mesurer à son terme environ 700 mètres, entre la partie qui existe déjà, qui va être reconnectée à chaque extrémité, et les parties nouvelles qui vont conduire vers les tours. Il y aura là donc un lien qui va border, si je puis dire, l'ensemble de la rue extérieure, de l'espace extérieur, et qui va permettre en fait d'organiser des entrées en fonction évidemment des différents lieux de travail. La Cour de justice européenne, on le voit ici, a fait naître, de par sa transformation, une requalification de l'ensemble du plateau européen. Plusieurs architectes, paysagistes ont travaillé sur ce plateau, un paysagiste qui s'appelle Latz, ensuite Ricardo Bofill, et nous avons récemment donc développé un projet sur cette première partie que l'on appelle la porte de l'Europe, là où se trouve l'hémicycle européen, le secrétariat européen, la Banque européenne, la Cour de justice européenne. C'est là où sont rassemblés l'ensemble des institutions européennes, de façon à petit transformer cet espace, car la Cour de justice, de par sa stratégie, de par son dispositif urbain et architectural, a mis, pas vraiment en question, mais a créé d'une certaine façon une espèce d'input et aussi une masse critique qui a permis au plateau du Kirchberg, c'est-à-dire à l'aménageur de ce plateau, de lancer ou de poursuivre toute une transformation de l'espace autoroutier, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en espace urbain. Cette autoroute est devenue un boulevard. Il y a ici le musée de Heimpey, la philharmonie de Christian de Porzampar. Et donc, petit à petit, des espaces publics, des lieux de vie se développent, commencent à s'accrocher, à s'articuler entre eux de façon, j'allais dire, naturelle. Naturelle et simple, c'est-à-dire l'idée que nous avons proposée de faire disparaître toutes les tranchées d'autoroutes et de bretelles d'autoroutes, et c'est-à-dire, en fait, par exemple, ce pont qui se trouve là au niveau de la Cour de justice n'est ni plus ni moins qu'un boulevard. Si l'on vient au fur et à mesure remplir, par exemple, cet espace de terre, on va avoir une horizontale naturelle, c'était la topographie précédente, entre le pied du bâtiment de la Cour de justice, le palais se trouve ici à droite, le pont se trouve là, et donc, petit à petit, cet espace sera rempli et donc calmé, apaisé, et l'on pourra passer d'un bâtiment à l'autre, tout simplement comme on le fait dans le reste de la ville ou dans d'autres parties de ce quartier. Ces travaux et cette proposition que j'ai proposée, qui me semblait totalement irréaliste, en fait a été acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, et ces travaux sont réalisés. Actuellement, ils sont en cours d'achèvement, et ça crée des espaces et des lieux tout à fait différents, et petit à petit, on peut commencer à imaginer d'y introduire des logements, de reconfigurer les rues, de redévelopper un maillage, certes relativement traditionnel, de rues, de places et de tissus urbains, mais qui permet petit à petit de fractionner, de couper en morceaux, si je puis dire, ce tissu composé que de grands éléments par une autre stratégie plus urbaine, en retrouvant ici des rues, des connexions entre les parties hautes du plateau et ces parties un petit peu plus basses. Un travail vraiment très simple. Il n'y a aucun génie dans ce travail. C'est simplement une espèce de soin, un peu d'amour aussi, un peu de tendresse plus exactement, avec le site et la mise en place de quelques éléments qui vont permettre petit à petit de créer un autre patrimoine, un autre comment dirais-je, substrat qui va servir lui aussi à la transformation future
Et donc, on voit apparaître ici des volumes qui sont des volumes qui sont tout à fait nouveaux sur le site du Kirchberg, avec des espaces publics, des cours intérieurs, tout un dispositif encore une fois, que l'on peut trouver en ville, mais qui était complètement, comment dirais-je, au-delà ou rejeté, tout au moins, de la stratégie qui a présidé à la mise en place des institutions européennes sur ce plateau. Également, le travail de poursuivre voilà, la mise en place de cette rue qui va arriver sur la place devant le palais de justice, la disparition d'un des bâtiments dans lequel il y a beaucoup d'amiante, qui pour le secrétariat européen, la Commission européenne, qui va être détruit, et donc un autre bâtiment va être, lui, reconstruit, à partir duquel, justement, ce tissu urbain va prendre petit à petit tout son sens. Un très beau bâtiment de Claude Vasconi, ici, qui est la Chambre de commerce de Luxembourg, et donc en s'appuyant sur, là aussi, des traces plus ou moins fraîches de ce qui a été bâti, voilà le bâtiment de Vasconi, à partir duquel on peut tirer cette ligne, arriver sur cette place, et petit à petit, là aussi, lui donner une dimension, je dirais, avec une certaine intensité urbaine. Troisième tour, qui complète l'ensemble du dispositif, la rue Galerie que vous voyez tout à l'heure commence ici, se développe comme cela, se poursuit à l'intérieur. C'est vraiment le fil conducteur qui va permettre de connecter ce qui existe à ce qui a été créé et ce qui sera aussi créé dans le futur, comme cette tour, avec là aussi petit à petit des incidences qui sont assez importantes, qui en fait vont redessiner la silhouette du plateau du Kirchberg. La tour, une tour un peu plus haute, à peu près 130 mètres, et qui va, dans la silhouette du plateau du Kirchberg, permettre de développer d'autres projets que l'on va voir apparaître. Ici, il y a petit à petit, on ne le voit pas sur cette image, mais il y a des projets de tours de logement. D'autres bâtiments vont, au fur et à mesure, venir, si je puis dire, s'assembler pour créer, à partir de la vieille ville, une silhouette pour ce plateau qui était particulièrement invisible, en dehors de ce bâtiment qui a été d'ailleurs réhabillé par Ricardo Bofill, particulièrement réussi d'ailleurs, il faut le signaler, une fois n'est pas coutume. Et donc il y a là vraiment une dynamique, d'une certaine façon, de transformation qui n'est pas, comment dirais-je, aussi jubilatoire et joyeuse que celle que nous a proposée Winnie, mais qui a derrière elle une espèce d'énorme lourdeur à transgresser. Et cette lourdeur à transgresser, elle petit à petit, on voit que de par finalement une certaine ténacité, une certaine histoire têtue qui consiste à considérer que quoi que l'on ait fait, on peut le transformer, il y a matière à parler du futur à partir de ce qui existe, si l'on ne développe pas de débat stylistique et que, au contraire, si l'on met en route un débat qui est un débat géographique, c'est-à-dire qui est un débat qui s'intéresse à cette relation entre l'architecture, les espaces publics, la nature, ce qui nous entoure, c'est-à-dire globalement tout ce qui est vide et qui nous permet, en fait, non pas d'être séparés, mais de nous unir. Merci.